Alors, dans un couple, pourquoi que c'est toujours le même qu'il faut qu'il plie? C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est toi qui l'as lu. Et donc complice. Bon. Dans un couple, pourquoi c'est toujours le même qu'il faut qu'il plie? C'est parce que c'est toujours le même qui accepte de plier. C'est très simple. Il y a différentes dialectiques qui disent que le plus intelligent plie, mais c'est pas toujours vrai. À un moment donné, lorsque l'humain a raison, il doit s'arranger, parce qu'il faut faire attention. Plier, ça devient une vraie folie. Plier, ça veut dire accepter de sortir de son monde pour pénétrer le monde de l'autre. L'humain doit s'arranger pour dialoguer, pour arriver à une compréhension, mais il n'est pas question de plier. On ne plie pas. On finit par s'entendre ou on ne s'entend pas, mais on ne plie pas. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai déjà dit dans une conférence sur le couple que c'est préférable d'avoir chacun sa chambre. Là, quand on s'entend pas, puis qu'on plie, qu'il n'y a pas question de plier, ben au moins on peut aller marmonner, là, préparer le prochain combat dans chacun dans sa chambre. Quand on est dans la même chambre, ben il y en a un qui va coucher dans le salon, puis si celui-là, il est quasiment sûr de perdre. Hein, il préparera pas sa contre-attaque aussi bien que l'autre que la chambre à lui. Alors, pourquoi c'est toujours le même qui plie? Parce que c'est toujours le même qui accepte de plier, puis à un moment donné, il faudra que l'humain apprenne que plier n'est pas nécessairement plier, c'est-à-dire que lorsqu'une chose s'estompe, elle n'a pas nécessairement perdu. Moi, il y a énormément de choses que j'ai réussi à faire dans la vie parce que j'ai plié. Je disais dernièrement à la radio que lorsque j'étais jeune, j'avais un professeur en religion qui nous a demandé un jour de faire une thèse, un petit bout de papier, là, lui expliquant pourquoi on aimait Dieu. Alors, c'est fait extrêmement compliqué. Je lui ai résumé ça en 3-4 mots. Et puis, je lui ai donné. Puis, j'ai eu 0. Alors, j'ai compris qu'il ne voulait pas savoir pourquoi on aimait Dieu, il voulait savoir pourquoi lui, il aimait Dieu. Elle a lui expliqué ce que lui voulait avoir, pas ce qu'on pensait. Donne-moi ton opinion sur ça. Est-ce que c'est beau? Non, t'as 0. Et pourtant, la question, donne-moi ton opinion. Si t'as donne, t'as 100%. Quelle que soit l'opinion donnée. La question n'est pas quelle est mon opinion de ça. C'est quelle est ton opinion de ça. Alors, à la fin de l'année, le même examen revenait, puis là, j'ai écrit sur la feuille, une feuille et demie, pourquoi le professeur aimait Dieu. Et j'ai eu 100 sur 100. J'avais plié. C'est une émission de télévision, j'ai dit ça. Puis j'ai reçu une lettre par la suite à personne qui me disait, oui, vous avez dit ça, mais c'est absolument stupide de faire ça. Vous avez aucun amour propre, vous vous laissez marcher sur les pieds carrément. Il me semble qu'on doit défendre son opinion, puis qu'on doit... Oui, voilà. Il y en a plein qui sont au cimetière qui ont défendu leur opinion pour y aller. C'est facile de mourir pour une cause, c'est mauditement plus dur de vivre pour. Alors la personne, elle n'a effectivement rien compris du phénomène. Alors plier, c'est quoi plier? S'arranger pour de toute façon gagner. Le patron, il va m'augmenter, mais il faut absolument que je donne une excuse d'une affaire que j'ai pas faite. Qu'est-ce que tu veux? Être absolument le boss devant le patron ou avoir ton augmentation? Tu veux ton augmentation? Ben excuse-toi, ça finit là. Le boss, tout fier, tout content, il te mène. 25 piastres de plus par semaine. Il mène. C'est qui mène qui? Le boss, il mène l'employé, puis l'employé, il mène le boss. C'est qui est plié? Apparemment, c'est l'employé. Mais voyons donc, l'employé manipule le boss comme qu'il veut. Puis le boss, il se fait manipuler comment? Il est convaincu que l'employé plie. Alors, fais attention dans le couple, c'est le même phénomène. Il y a deux façons de plier. Il y a la démo et la diplomatie. Ce que j'appelle l'hypocrisie. Et tout homme nouveau et femme nouvelle qui se respecte sera hypocrite. C'est-à-dire qu'il sera écologique, qu'il sera ajusté. L'humain n'a pas le choix d'être hypocrite. Tu ne peux pas faire autrement que d'être hypocrite devant quelqu'un qui ne comprend pas ce que toi tu comprends. Que tu es tort ou raison. Sinon, tu devras le taper dessus, te battre, te chicaner pour qu'il comprenne. Puis s'il peut pas comprendre, il comprendra pas plus. Alors autant t'arranger pour harmoniser les choses. Alors, plier dans le couple, pourquoi c'est toujours le même qui plie? Parce que c'est soit toujours le même qui est le plus intelligent, l'idée de l'hypocrisie, la diplomatie, ou bien parce qu'il y a une personne qui est programmée à plier, qui est programmée à accepter. Ça m'est arrivé lorsque je travaillais pour Urgence Santé, d'aller chercher des personnes des maris, entre autres, qui s'étaient blessés en battant leur femme. Et puis leur femme, elle était là, pauvre pitou, ça fait-tu mal, ça fait-tu mal? Il avait cassé un corps de vite en voulant donner un coup de poing à sa femme, puis il s'était coupé la main.
Et puis, jusqu'à l'hôpital, c'est à côté de la civière, c'est fusionné à la civière. Et puis, ça fait juste pleurer pour le pauvre Pitou. Le pauvre Pitou, il est encore là. Pauvre Pitou, oui, mon chéri, prochaine fois, je fais plus ça, mon chéri. Bon, elle a rien fait. Pourquoi c'est elle qui plie? Parce que c'est son plan d'y plier. Elle accepte de supporter cela. Elle en a besoin. La preuve, quand le bonhomme est en train de mourir, ben là, en train de broyer, pas qu'il meurt. Puis quand on lui demande si elle veut porter plainte, elle nous dit quoi? Ben, c'est ça. Elle en a besoin. Alors, ce qu'il faut comprendre, pourquoi c'est toujours le même qui plie, je répète. Parce que elle est rusée, la personne, ou parce qu'il serait peut-être temps qu'elle commence à essayer d'expliquer à l'autre son point de vue. Puis si l'autre ne comprend pas, qu'est-ce que c'est que plier? Si on plie réellement, cela veut dire qu'on finit même par perdre son point de vue. Là, on vient de plier. Et ce n'est pas rien qu'un pli, c'est un écrasement. Mais si on finit par dire à l'autre, bon, ok, t'as raison, pour lui faire plaisir, puis que nous autres, on continue à penser ce qu'on est, mais on n'a pas plié. On est le maître de l'autre. C'est pas l'esclave. Tu parles beaucoup de l'évolution et des freins, aussi initiation du couple qui se servent mutuellement d'enclume. Qu'advient-il de la personne qui est seule? Le solidataire. Tout à l'heure, j'ai expliqué que la personne qui était célibataire, la personne qui était seule, c'est parce qu'elle a son plan de vie, c'est-à-dire parce qu'elle avait besoin présentement de solitude. Elle pouvait être empêchée par son travail, par son emploi, par ses chèques de bien-être peut-être. Elle pouvait être empêchée par la poste, bon, qui mène pas les chèques à temps. Elle peut être empêchée par différents phénomènes de la vie qui ne nécessitent pas encore le phénomène de l'enclume du couple. Elle peut aussi être empêchée, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas être empêchée d'évoluer parce qu'elle n'évolue pas à un rythme dangereux. Pour elle. Qu'est-ce que c'est un rythme dangereux? C'est pas le rythme collectif. Certains évoluent mauditement plus vite que d'autres, mais ils évoluent à un rythme qui n'est pas dangereux pour eux et qui serait abominablement dangereux pour les autres. Or, qu'est-ce qu'elle a? Il n'a aucun problème. Si à un moment donné, il évolue plus vite que ce que son ego peut évoluer, c'est-à-dire que si elle se conscientise plus vite que la négociation, ben nécessairement, veut pas, elle commencera à avoir un frein, un enclume. La personne qui est seule, comme on a des personnes en couple, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'évoluent pas plus vite que ce qui est dangereux pour eux. Il y a des personnes ici qui sont en couple qui font le programme être contrôleur. Est-ce que nécessairement ils chicanent régulièrement? Eh non! Parce qu'ils n'avancent pas plus vite que ce qui leur est imposé d'avancer. Mais lorsque l'humain veut aller plus vite, il n'avancera pas plus vite. Et c'est là que le frein commence à être appliqué. Comme le disait quelqu'un, les freins de temps en temps, ça peut causer la vie, hein? Bon. Les freins appliqués au bon moment sur un auto, ça cause la vie. Bon. C'est un peu la même chose dans l'évolution. Lorsqu'une personne est libre, lorsqu'une personne évolue à un rythme qui lui est propre, à un rythme qui n'est pas assujetti à une collectivité, nécessairement, elle n'aura pas de problème. Si la personne évolue trop lentement, elle devra souffrir un peu, c'est-à-dire qu'on va lui botter le cul, elle aura peur un peu, puis il lui arrivera des choses, on la forcera à se poser des questions, puis elle commencera à avancer. Bon, avant, elle n'était pas consciente, avant, elle se foutait de tout, et puis à un moment donné, elle s'est fait ramasser par l'évolution. Consciente. L'humain évolue toujours. Mais à un moment donné, l'humain doit évoluer consciemment parce qu'il doit savoir ce qui lui arrive. Parce qu'il ne peut pas arriver, il ne peut pas penser, supporter la conscience de l'évolution expansive ou, disons, régressive de l'univers, s'il n'arrive même pas à comprendre ce qui lui arrive à lui. Donc, pendant que l'humain évolue inconsciemment, il évolue, mais il ne souffre pas de l'évolution. Il souffre que la farine, il y a des fourmis dedans. Bon, ok. Il souffre d'avoir une crevaison. Il souffre que ses fleurs ne sont pas aussi belles que celles du voisin. Mais il ne souffre pas de l'évolution, il souffre de la condition émotive de sa vie. Il souffre d'une guerre comme ça. Et si tu le mets dans la guerre 3 ou 4 années de fil, il finit par s'habituer à la guerre. Pas si pire que ça, la guerre. Les Vietnamiens, on le sait. Après 35 ans de guerre, quand ils ont fini de se battre entre eux autres, ben ils ont rentré en guerre contre la Chine. Bon, il fallait bien s'occuper un peu. C'est pas contre d'autres pays autour d'eux autres, puis ils recommencent un peu entre eux autres. Alors, l'humain qui n'est pas conscient de son évolution, qui n'est pas conscient qu'il évolue, qui n'est pas conscient qu'il transite, il ne souffre pas de l'évolution, il souffre de souffrances bien banales. Pas pire. Comme c'est dans la jungle, on en a vu dans la jungle qui souffrait. Il souffrait parce que la tarentule sur son manche de râteau, elle voulait pas s'en aller. Ben, il souffrait pas du banc de jaune ou de la valeur de l'argent péruvienne. Vous savez qu'à l'époque, quand j'étais au Pérou avec Daniel, $1 canadien valait 17 000 quelques dollars péruviens. Alors, on a été millionnaires plusieurs fois ce mois-là.
Et puis, on a même un de nos amis qui a fait la gaffe d'échanger 50 $ en dollars péruviens. Puis le banquier avait juste des 50 000. Fait qu'il est parti sur son sac à dos. Plein d'argent. Bon. Mais ça ne dérangeait pas les indigènes dans l'Amazonie. Ils ne souffraient pas de cela, eux autres. Donc, la souffrance n'est pas réellement souffrante tant que tu n'as pas conscience que tu souffres. Et alors, si tu as conscience que tu souffres, tu es maintenant dans une phase d'évolution consciente. Et puis c'est là que tu commences à te dire pourquoi moi, pourquoi pas les autres, et puis à faire un paquet de conneries dans ce genre. Bon. L'humain évolue, l'humain transite, oui. Oui, mais ça arrête ça. Ça arrête dès qu'on a un discernement qui nous permet de voir ce qui se passe. Non, le discernement, non. Le discernement, ça va te permettre de pouvoir arriver à goûter la nuance entre un contact avec l'intelligence supramentale puis un contact avec la mémoire astralisée du monde planétaire. Les annales akashiques de toi-même ou de ce que tu voudras. Quelque chose de mort, même si c'est une mémoire d'intelligence, ça reste que c'est de la mémoire. Elle te permettra d'être efficace, mais elle ne te conscientisera pas. Elle n'augmente pas ton potentiel d'énergie, elle te donne l'illusion d'augmenter. Ça va de soi, mais à ce moment-là, les choses, ça veut dire qu'ils vont pas mal vite. Ben, les choses, ils vont à une vitesse folle, de plus en plus folle. Le discernement, celui qui discerne peut encore une fois souffrir, il peut encore être enclumé, c'est-à-dire qu'il peut avoir encore cette enclume. Mais il va souffrir moins longtemps, beaucoup moins longtemps. Ça dépend de son ego. Il y en a qui ont le discernement, puis ils sont là. Ah, ça c'est supramental. Je le sais. Il y a de l'ego en masse. Non. Donc, eux autres, ils vont continuer à avoir leur enclume. C'est un vrai discernement. C'est le vrai discernement. Toi, là, tu vas discerner mentalement, mais si ton ego est toujours là et ça n'égoïse pas, ça ne t'empêchera pas d'avoir l'enclume. L'enclume va être l'ego, c'est le poids de l'ego porté par l'autre. Et l'autre va... Tu projettes tous tes problèmes chez le voisin, et puis le voisin te sert d'enclume. Lorsque tu n'as plus d'ego, il n'y a pas un être humain qui n'a pas d'ego sur la planète qui peut être enclumé. Il n'y en a pas. Tu es humble, en ce sens que si on te donne une claque d'en face, ça ne te dérange pas. On t'en donne une deuxième, ça te dérange pas. On t'en donne une troisième, t'as à bloc, puis tu réponds. Et ça, être humble, t'es intelligent. Parle pas du humble cave, là. Bon. Tu es humble. Qui c'est, veux-tu, qui viennent t'emmerder en couple ou pas en couple? Le bonhomme, la bonne femme, il fait une chicaner. Ça te dérange pas, niet, tu capoutes. Tu manges ton bol d'épinote de la même façon, elle change rien. Va me suicider! À tout à l'heure. Je continue à regarder en vidéo. T'es humble. Pas souffrir. Puis là, on revient, elle est morte. Moi, je choisirais mieux la prochaine fois. On prend deux ou moins, il va pas me supporter. Personne. T'es humble. Hey, Daniel, c'est l'apocalypse, ça vient d'être déclaré. Ah ouais? T'as prévu, je pense, hein? Attendez qu'on en parle. T'es humble. Pas te déranger. Ah, mais tu peux mourir. Ah ouais, c'est sûr. Puis après, hein, il y en a qui meurent en temps de paix, il y en a qui meurent en temps de guerre. Franchement, il faut pas paniquer parce que c'est la guerre, hein? On meurt autant en temps de paix. T'es humble. Qui c'est veux-tu qui vienne te faire promener? Personne. Étant humble, nécessairement, intelligent, nécessairement tu auras un contact avec l'instantanéité qui te placera toujours là où tu dois être au bon moment. Ce qui fait que l'apocalypse, t'en verras jamais passer. Tu vas en entendre parler, tu auras du monde courir. Tu sais, il y a du monde qui part de là et qui court pour aller là-bas. Puis là, tu peux te dire, bon, il y a une bombe va tomber là-bas et ils vont toutes. Ben oui! Tout est humble. Fait qu'ils s'en vont tous là, ils s'en vont là de bord. L'armée est pas folle, elle tire pas des déserts. L'humain qui vit seul, l'humain qui avance seul, l'humain qui avance en couple, l'humain qui vit donc avec une autre personne, n'a pas besoin d'être enclumé. Sauf que lorsqu'il a trop d'ego et qu'il a cette possibilité de contact, qu'il a le discernement ou qu'il n'a pas le discernement, nécessairement, il s'avance vers une confrontation entre ses mémoires planétaires et la réalité cosmique. L'humain qui dit, oui, mais moi, je veux rencontrer Dieu, pauvre cave! Tu peux pas rencontrer Dieu, tu es Dieu, bout de plaque, tu peux pas te rencontrer toi! Marche en planète, m'a rencontré Daniel Kem, je suis sûr. Un jour, tu vas voir un miroir, tu vas dire, sac, c'est lui! Puis lui, en même temps, il va dire, sac, c'est lui! Hein, les deux dans le miroir, ils vont se pointer en même temps, puis ils vont bafouiller la même affaire. Là, tu vas dire, hey, il m'a reconnu! Puis l'autre dans le miroir, il va dire, hey, il m'a reconnu, hein, en même temps. C'est ça, le miroir. Puis l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Ben, l'humain est devant lui, sauf que ce qu'il voit devant lui, c'est une projection de lui, donc une illusion, une farce monstrueuse, puis il se met à l'adorer. Puis ça adore lui-même. Mais vu qu'il met un autre nom, ben il se dit qu'il a besoin de l'autre, puis etc.
L'humain recherche Dieu. Alors comment veux-tu qu'un être humain, à un moment donné, qui a de l'ego, finisse par être capable d'entrer en contact avec la réalité? Son propre esprit. Tu peux pas. Tant que tu as de la mémoire à venir opposer à cela, tu ne peux pas. Oui, mais Dieu, c'est partout. Ben, c'est dans toi. Dieu, c'est parfait. Ben, t'es parfait. Ben non, l'homme n'est pas parfait. Ben, Dieu, il est pas parfait. Ah oui, Dieu est parfait. Ben, t'es parfait. Ah oui, non, l'homme n'est pas parfait. Ben, tabarnouche. Tant qu'il est pogné avec ces maudites mémoires-là, toute une paquet de traditions intelligentes à l'époque, intelligentes encore pour beaucoup d'humains, mais tant que t'es pogné avec tout ce carcan mémoriel, comment veux-tu arriver à toucher la réalité? Bonjour Dieu! Tu sais, il y a 1 million de mains à serrer. Tu sais pas comment il note bon Dieu. Peut-être qu'il serre avec la main gauche, peut-être qu'il serre avec le pied, tu sais pas. Tu sais, Dieu, il ressemble à quoi, Dieu? Tu sais, Dieu, il est noir de couleur, hein? Tout le monde sait ça. Dieu, il a une peau noire. Et puis là, tu te promènes sur la rue, dès que tu rencontres Dieu. Tu te présentes à toi, puis il dit quoi? Ben, l'humain a toute sa tradition mémorielle, son carcan. Il y en a beaucoup qui attendent le retour du Christ. Tu sais, il y a un bonhomme ressemblable à la peinture qui est là-bas, qui devrait arriver, je sais pas comment, sur la planète Terre, pour dire au monde, voilà, je suis là. Il y a plusieurs qui l'ont essayé, là, hein, qui ont parlé dans tous les journaux, la télévision, dans la tête de tout le monde. Puis évidemment, ceux qui n'entendraient pas, c'est des caves. Remarquez qu'il y a un beau petit paquet de caves ici. En tout cas, parce qu'ils l'ont pas entendu, moi non plus d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Maitreya, qui s'appelait, bon. Alors, on a des bonhommes, des bonnes femmes, à un moment donné, qui vont arriver sur le plan planétaire, et puis qui vont faire quelque chose dans le monde. Mais le monde, pendant ce temps-là, attend quelque chose d'autre dans le genre du Nazaréen, et c'est pourquoi le premier qui va venir sur la planète va être un antichrist. Anti-concept de ce que c'est que le Christ. Puis le plus puissant des antichrists va être le Christ lui-même, c'est évident. Tu vois-tu, toi, le Christ, tu rentres dans une église, c'est ils sont tous là. Il prie un crucifix. Tu vas laisser faire ça, toi, si c'était le Christ? Là, tu vas dire, ben non, moi, il m'a fait un paquet de miracles. Si le monde s'attend que le Christ, il revient, il va guérir tout le monde. Pour qu'on le reconnaisse. Ah ouais, tu sais, c'est déjà fait crucifier parce qu'il a fait ça. Pratique illégale de médecine. C'est mon compte, en tout cas. Là, aujourd'hui, il va recommencer à faire ça. L'humain est problémisé, c'est-à-dire que l'humain a comme problème son bagage mémoriel. Tu parles de discernement, le discernement, c'est de distinguer une saveur. Mais ça ne veut pas dire que dans cette distinction de saveur, tu n'opposeras pas ta mémoire pour pouvoir la vibrer, la ramasser ou t'en énorgueillir. Alors le discernement n'empêche pas la souffrance de la transition. C'est la compréhension, premièrement, des mécanismes de la transition, hein, le fait de l'enclume. Ton corps peut devenir un enclume si tu avances trop vite. Ta job peut devenir un enclume si tu avances trop vite. Ta religion peut en devenir une si tu avances trop vite. Ta femme, ton mari ou tes enfants peuvent devenir des enclumes. Tu peux toi-même psychologiquement te faire ramasser, te faire charrier, puis toi-même t'auto-enclumer. Et ça, on ne peut pas dire, oui, mais ma femme, c'est elle qui est l'enclume, donc yark! Non! C'est la projection du poids mémoriel que tu mets sur elle qui l'enclume, pas ta femme, pas ton mari. Mais présentement, dans le contexte de l'homme, la femme ou le mari devient un enclume. Celui qui est solidataire, c'est le même phénomène. Il rencontrera s'il va plus vite que ce qu'il doit aller, donc s'il souffre de l'orgueil de l'évolution, s'il veut voir ce qu'il ne peut pas voir, s'il essaie de jouer avec des feux qu'il ne peut pas toucher, ben nécessairement, il aura des enclumes. Il ne comprendra pas, il broyera, il souffrira. Lorsqu'il décidera de cesser de se prendre au sérieux, lorsqu'il décidera d'accepter les choses comme elles viennent, tu peux pas comprendre, comprends pas. Alors pose-toi la question, toi, semaine, attends un petit 5 minutes, si la réponse vient pas, continue à aller tes astérix. Continue à vivre. Je devrais-tu lâcher ma job? Non, ben je lâche pas ma job. C'est simple. C'est simple. Je devrais-tu lâcher? Oui, bon, là, tu sais que c'est peut-être un peu le temps. Ça s'en vient. Mais l'humain, il réfléchit. Il faut pas qu'il réfléchisse. Tu te poses une question, réponds tout de suite. La réponse, elle n'est pas venue. Oublie la question, fais-toi pas avoir par le jeu de l'astral, tu pourras pas discerner. Dois-je ou ne dois-je pas? Je... T'en reposes la question une autre fois. Sinon, t'es sûr que tu vas être faite ou tu devras passer immensément d'énergie temporelle et corporelle à faire marcher ce que tu appelles ton cerveau pour arriver à donner une idée, une solution à peu près correcte. Mais tu ne dois pas te poser trop de questions. L'humain n'est pas capable de supporter le poids de ces questions. Pose la question, la réponse est-tu là? Elle n'est pas là, c'est réglé. Alors pose-la dans 1 heure, la réponse, c'est réglé. Réfléchis pas. C'est tellement plus simple.
La personne, elle va dire, oui, mais si je réfléchis pas pantoute, j'aurais jamais marié. Mais c'est évident, parce que tu poses la question, puis tu réfléchis sur comment la réponse va arriver. Tu n'auras pas de réponse. L'enclume, il apparaît lorsque c'est nécessaire qu'il apparaisse. Ça veut dire que tu évolues plus vite que ce que ton ego peut supporter. Tu risques de découvrir des choses qui devront te changer alors que ta mémoire va tout faire pour l'empêcher. Pour éviter qu'il y ait une guerre hyper massive chez toi, on te met un petit enclume que ton ego trouve mauditement problématique, mais qui finalement est un mot, t'as dit, bon point pour l'évolution. C'est génial. Les freins, ça ajoute du poids sur l'automobile. Fait qu'elle va moins vite, elle consomme plus d'essence. La peinture puis l'anti-rouille, ça ajoute du poids. Ça ralentit l'auto et puis ça augmente la consommation d'essence. Alors, si tu dis que c'est un maudit problème, on clairait les freins, clairer la peinture, clairer l'anti-rouille. Tu vas rouler un petit peu plus vite, tu auras un petit peu plus d'économie d'essence. Si tu as arrêté, tu vas arrêter quand tu vas frapper l'objet, puis ça va rouiller très rapidement. On fait des courses de bateau. On ôte même les chandeliers, les garde-fous de bateau, pour ôter du poids. Mais quand le gars s'accote dessus puis qu'il n'y en a pas, il tombe à l'eau. Ça ôte encore du poids. Mais c'est pas nécessairement le but recherché. Alors, le petit enclume, ben, tu sais, on se plaint pis on chiale, parce que je mets le mot enclume. Mais le mot enclume est chiant, mais c'est effectivement chiant de fonctionner avec un enclume. Sauf que tant que l'être humain ne comprend pas le phénomène de la négociation, il aura un enclume. Quand il sera écœuré d'être écœuré d'avoir un enclume, ben, il finira par se dire, bon, mais moi, évolue à mon rythme. Simple. Mais tant qu'il se dit, oui, mais moi, j'aimerais ça avancer plus vite, il va avoir un enclume. Oui, mais je veux comprendre, il va avoir un enclume. Puis quand l'humain va dire, moi, je veux comprendre, tu sais, mais si je comprends pas, je m'en fous, pas de faire, plus d'enclume. C'est bien simple. Si j'ai bien compris, dans le couple, un des deux fait l'initiation solaire et l'autre l'initiation lunaire. Est-ce que nous pouvons faire l'initiation inverse et évoluer ensemble? Attention, la personne, elle a ramassé ça ailleurs qu'ici. Dans un couple, non mais tout à fait, là, mélange les petites choses, c'est bien. C'est bien qu'elle pose la question. Dans un couple, on est un couple ensemble, n'est-ce pas? C'est la femme. J'ai même la chaise. Ah oui, effectivement, de la chaise de la femme ou la chaise de l'homme. Bon. Dans le couple, il est mon enclume. Initiation lunaire, initiation solaire. Sauf que dans son monde à lui, je suis l'enclume. Et par rapport à son initiation solaire, je suis l'initiation lunaire. Bien comprendre cela. Nous sommes pareils, mais l'un pour l'autre pareils, mais inversés comme dans un miroir. Je suis son enclume, il est mon enclume. Alors, il n'y a pas un de l'autre qui lui plus à l'autre. On collabore, mais on le sait pas. Parce que si on le saurait, on voudrait plus collaborer. Parce qu'on aurait le feeling émotif de ce phénomène. On dirait, oui, mais c'est stupide. Entendons-nous donc, ok? On s'entend, bon, bien, ma secte. Ça marchera pas. Donc, ici, on parle de l'initiation lunaire et l'initiation solaire. Ben, effectivement, il y en a un qui avance plus rapidement et l'autre sert de frein. Mais l'autre avance dans d'autres milieux. L'homme, c'est comme un tronc d'arbre qui descend une montagne. Il évolue comme un tronc d'arbre qui déboule une montagne. Lorsqu'il déboule la montagne, il frappe une roche ici, le tronc d'arbre se tord. Alors, il y a un morceau du tronc d'arbre qui avance plus vite en avant que l'autre. Sauf que ça évolue tout chez moi, l'homme évolue en même temps, mais il y a un morceau qui va avancer apparemment plus vite, c'est-à-dire qu'il va pénétrer de nouvelles frontières avant le reste. La femme, elle descend comme un tronc d'arbre, elle, puis c'est un autre bout, elle frappe une roche, fait qu'il y a un autre bout qui avance. Alors, l'homme, par rapport à son bout qui est avancé, il trouve la femme drôlement arriérée. La femme, par rapport à son bout qui est avancé, elle trouve le bonhomme drôlement arriéré. Et c'est la partie ici, chez l'homme avancé, chez la femme reculée, qui sert d'enclume à l'autre. Et vice-versa. L'être humain évolue convenablement. Dans le couple, il y aura, à un moment donné, si l'un des deux est plus orgueilleux dans son évolution que l'autre, ben l'autre servira d'enclume. L'enclume, c'est normalement la partie la plus harmonieuse du couple. C'est la partie la plus stable, c'est la partie la plus écologique du couple. L'enclume. Mais évidemment, pour celui qui se fait enclumer, l'enclume, c'est la merde. Pourquoi c'est la partie la plus stable du couple, l'enclume?
Parce que c'est celle qui ne veut pas se gorocher la tête dans les nuages. C'est celle qui reste terre à terre. Ça nuit pas à l'autre. Ça sauve l'autre. Et les deux sont les enclumes pour les deux. Il n'y a pas un qui est l'enclume de l'autre, et puis l'autre, il est beau, parfait et pur. Non. Remarquez ceci. Il y a des personnes qui viennent en conférence ici, et pendant qu'ils sont ici, l'autre moitié du couple est à la maison, dans une taverne ou quelque part. Et il y en a qui souffrent en maudit, chez eux ou ailleurs, que leur moitié soit ici. Alors, ceux qui sont ici ont comme enclume l'autre qui n'a pas voulu venir. Mais l'autre là-bas, pendant ce temps-là, il est pogné en maudit parce que son enclume est ici ce soir. C'est simple. Lorsqu'on arrive à le comprendre, on va dire, oui, moi je le comprends, mais j'ai voulu y expliquer, mais il comprend rien. C'est normal, c'est un enclume. Il va alors comprendre. La conférence, elle s'adresse pas à celui qui n'est pas venu, elle s'adresse à ceux qui sont ici. Alors, il ne pourra pas comprendre. L'autre personne, elle ne pourra pas comprendre. Le nourrisson pleure pour qu'on lui transforme une réalité déplaisante. N'est-ce pas ce que tout être humain fait et uniquement fait? Dépense-t-on une quelconque énergie pour faire autre chose qu'influencer la réalité pour qu'elle s'adapte à nous? Le nourrisson ne pleure pas pour qu'on transforme une réalité qui lui est déplaisante. Le nourrisson, il pleure parce que les parents humains présentement ne sont pas assez intelligents pour savoir quand c'est le temps de savoir ce que le nourrisson a besoin pour continuer à vivre. Lentement, le nourrisson apprend évidemment égoïquement, il accumule de la mémoire, il découvre le confort, étant donné qu'il est construit mémoriellement comme les parents. Il finit par comparer la réalité à ce qu'il a dans la mémoire. La première fois qu'il est mouillé, il ne pleure pas. Si on l'assèche et physiquement il se sent mieux, la deuxième fois qu'il sera mouillé, il risquera de pleurer. Il pleure lorsqu'il a faim. Il ne pleure pas parce qu'il a faim. Lui, il ne sait même pas qu'il pleure. Sauf que l'instinct fait que lorsque le stimuli gastrique apparaît, nécessairement, il n'instruira pas le cerveau, il va engendrer le pleur, parce que les parents humains ne sont pas encore suffisamment intelligents pour savoir que l'enfant a faim. Donc, si l'enfant broye, ben là, ils vont se dire, il y a un problème. T'as mal aux dents quand les dents sont carriées, mais est-ce que si t'auras pas mal aux dents, tes dents carrieraient, disparaîtraient, puis ne seraient jamais. Dans le contexte de l'humain normal. Alors, si l'enfant pleure pas puis il a faim, ben il y a bien des enfants qui vont mourir de faim. Alors, l'enfant pleure pas parce qu'il a faim. Il pleure pour dire à la mère ou au père, nourris-moi. Mais c'est pas l'enfant qui fait ça. C'est de l'instinct. C'est-à-dire que c'est la petite partie d'intelligence pluguée dans la mémoire génétique du monde vital, l'énergie intratomique qui constitue la mémoire atomique, qui constitue la mémoire moléculaire, qui constitue la mémoire formique, le corps, qui connaît ce phénomène. L'enfant, lorsqu'il mange, ben il avale, il n'a pas besoin de savoir. Ça digère là-dedans, puis après ça excrète, c'est parfait. Alors, quand il a faim, ben ça broye, c'est aussi parfait. L'homme pense que quand il a faim, il souffre et il pleure, parce qu'il souffre. C'est faux. Il y a deux pleurs à un moment donné chez le nourrisson. Lorsque le nourrisson commence à s'égoïser un petit peu, il y aura un pleur manipulatif, un pleur de souffrance psychologique. Et il y aura le pleur qui est sa communication. Moment, j'ai faim. Mais tu sais, à trois semaines ou à 3 mois, moment, j'ai faim, c'est pas le choix. Pas faire autrement. N'est-ce pas? Ce que tout être humain fait et uniquement fait. Changer des réalités qui leur sont déplaisantes. Une réalité n'est pas déplaisante. Une réalité est une réalité. Ce qui est déplaisant, c'est la perception de la réalité, pas la réalité. Tu n'aimes pas les chênes, les arbres qu'on appelle le chêne. Est-ce que le chêne est déplaisant? C'est une réalité déplaisante. C'est la perception que tu as du chêne qui te déplaît, et non pas le chêne. Trouver une chose belle ou laide, c'est la perception que nous trouvons belle ou laide, et non pas la chose. Et l'humain, qu'est-ce qu'il fait l'humain? Eh bien, la perception, il l'accrédite, mais à 100%, et il déclare que la chose perçue est égale à la perception. Exactement, alors comme lorsque tu disais Montréal, Québec, faut que j'aille à Québec mardi. Mardi dans 2 semaines. Crème, j'ai juste le temps, faut que je me prépare. Tu vas aller à cheval. La perception, c'est évident que c'est loin. Mais quand la perception change, tu vas aller en avion, en 15 minutes, c'est pas loin. Mais Québec est resté Québec. La distance est restée la même maudite distance. Montréal est resté la même chose. La perception a changé. On est dans la salle ici, je demande à Daniel d'aller me chercher quelque chose là-bas, il va y aller, il va revenir. On passe 3 mois sur un voilier de 30 pieds. C'est plus petit qu'ici.
Et je suis assis sur la proue avec Daniel, puis je lui demande d'aller chercher quelque chose à la poupe. Il ne voudra pas y aller, c'est trop loin. Après 3 mois, les distances deviennent incommensurables. 3 pas sur le bateau, c'est comme faire 300 000 sur la Terre. Mais rien n'a changé. La perception, elle a changé. Et l'homme vit de la perception plutôt que de la réalité. Et la perception, elle est mémorielle. Et l'homme vit de la mémoire. Dépense-t-on une quelconque énergie pour faire autre chose qu'influencer la réalité pour qu'elle s'adapte à nous? La réalité ne s'adapte jamais à l'homme. L'homme, à un moment donné, a la facilité ou l'habilité à se servir des probabilités de la réalité pour pouvoir harmoniser son contexte à celle-ci. Il appelle cela adapter la réalité à lui ou s'adapter à la réalité. Et lorsqu'il neige, il neige. On n'aime pas la neige, il n'y a rien à faire. C'est la perception de la neige qu'on n'aime pas. Si on vient au monde dans un pays nordique où on apprend à faire du ski puis à jouer avec la neige, on aimera la neige. Si on vient au monde dans un pays où la neige est plutôt... Il annonce de la neige, il pleut. Il annonce de la pluie, il neige. Ben, tu finis par haïr la neige puis la pluie, t'as pas le choix. Tant que tu restes humainement humain. Parce que il annonce de la neige, il va neiger. Yeah! Tu sors dehors puis il pleut. Faut que tu t'adaptes à la réalité. Tu refuses de ta mémoire. Ils ont dit qu'il neigerait. T'as commandé 2 bordées de neige à Dorval. Ils ont dit qu'il neigerait. Puis il pleut. Puis là, on maudit les météorologues, comme si c'était de leur faute. Ah oui! Ils nous ont dit ça, puis c'est pas ça. Ils sont pas trop stables. Voyons donc, la météorologie, c'est une science. Une science, c'est jamais juste. Donc, nécessairement, ils se trompent. Mais c'est pas des prophéties qu'ils font. Mais l'humain s'attend à ce que ce soit ça. Ils ont annoncé ça, ils sont encore trompés. Franchement, ils sont pas trompés. Les nuages de pluie s'en allaient là, puis ils changent de bord. Bon, Christy, le gars, il peut pas prévoir ça. Tu sais, ils font la météorologie sur la planète Terre, puis dans le Sahara, il s'est mis à faire chaud. Il y a eu un petit problème volcanique sous-saharien, ça a déclenché une montée de chaleur, la chaleur réchauffe l'air montant dans les airs, ben ça fait un vide, donc l'air froid se garoche pour combler le vide, ça crée les vents. Puis nécessairement, ben ce nuage-là, ben il finit par être attiré par le vent qui se dirige vers le Sahara, fait qu'il vire de bord. Puis il pleut pas. Puis le monde y chiale. Ou ben non, il pleut ou ce que ça devait pas pleuvoir. Puis le monde y chiale encore. Ils se sont trompés. Mais ils sont pas trompés. On est programmé. On décide qu'on se fie à quelque chose que l'on sait qui se trompe souvent. Les seules fois qu'ils se trompent pas, c'est quand ils prévoient de la pluie nuageux, probabilité d'averse, de grêle, un peu de neige en fin de soirée. Là, on est à peu près sûr qu'ils vont avoir raison. C'est plus juste. Alors, l'humain n'adapte pas la réalité et l'humain finit par être harmonieusement confronté à la réalité et à travers cette confrontation harmonieuse, qui est de l'équilibre parfait, l'humain a la perception de la réalité qu'il compare à la perception de ses désirs émotifs, donc qu'il compare à la perception de ses mémoires. Puis là-dedans, il souffre, il pète, il broute, il chiale, puis il maudit l'univers. Mais il se passe ce qu'il se passe. Il n'y a rien à faire. Les parents ont-ils le pouvoir ou bien peuvent-ils être manipulés à induire un gros ego chez l'enfant? Que peuvent faire les parents pour que l'enfant n'amasse pas la spate derrière lui? Faites le marché des chemins de terre. Les parents ont-ils le pouvoir ou bien peuvent-ils être manipulés à induire un gros ego chez l'enfant? Ça va de soi. La majorité de la problématique de l'enfant nouveau, c'est que souvent les parents sont tellement anciens qu'ils refusent le neuf, et comme l'enfant nouveau est du neuf, ils refuseront même l'enfant. Refusant l'enfant et ayant le concept qu'en tant que bons parents, ils ne peuvent pas refuser leur propre enfant, alors ils vont essayer de transformer à coups de hache s'il le faut. La hache pourra être l'éducation, la morale, la culpabilité, tout cela. Ils essaieront de transformer l'enfant pour le cadrer dans ce que devrait être un enfant. Normal. Normal, mais plus naturel. Donc ancien. Alors, à travers cela, l'enfant se suicidera, l'enfant viendra fou, l'enfant fera des fugues, ou ben non, l'enfant finira par avoir un gros ego, il finira par apprendre à manipuler, il finira par apprendre à se défendre de ses parents, et ses parents seront pour lui une représentation de l'humanité. Donc, il finira par trouver tous les adultes arriérés, et bien souvent, même les enfants qui acceptent le joug de l'adulte, ceux-là aussi, il les considérera arriérés. Et l'enfant développera un gros ego parce qu'il ne sera pas sur un chemin intéressant pour lui. Alors, finalement, s'il accepte de vivre, c'est qu'il aura suffisamment d'ego pour aimer la vie, dans la merde, et il deviendra un tyran.
un tyran, un patron débile, un démoniaque militaire, ou il deviendra quelque chose. Si par contre l'enfant est bien paramétré, même si les parents ont de la difficulté à accepter la nouveauté, c'est-à-dire l'expression d'intelligence instantanée, souvent chez l'enfant, ben, les parents, s'ils sont capables quand même d'accepter, sinon pour eux, du moins pour lui, les choses neuves, l'enfant risque fortement de ne pas développer un trop gros ego. Du moins, ce sera un ego qui sera juste parfait pour obliger l'évolution d'un plan mental et qui par la suite pourra être anégoïsé par l'intelligence supramentale lorsque l'enfant aura un contact avec lui-même, avec son esprit, et l'enfant créera un double éthérique. Alors, pour que l'enfant ne n'amasse pas l'asphalte derrière lui, il faut obligatoirement être des parents qui commencent à laisser un peu d'asphalte parce que l'enfant voudra quand même copier. L'enfant, dans sa première phase de l'évolution, même l'enfant nouveau, doit avoir un corps physique qu'il doit rendre viable. Il doit développer un corps vital qui va lui permettre une croissance en santé. Il doit développer un ego, donc un âme, pour recevoir les personnalités réincarnatives qui vont le constituer. Il doit avoir des désirs de l'émotion. Il doit souffrir un petit peu. Pour désirer ne plus souffrir. Désirant ne plus souffrir, il va lentement vouloir légiférer son expérience. Il va donc développer le plan de l'intellect. Développant le plan de l'intellect, il va induire le plan mental. Et le plan mental est le seul plan qui peut entrer en contact avec le plan supramental, c'est-à-dire l'esprit, l'intelligence instantanée. Lorsque cela est fait, l'esprit va maintenant engendrer le processus d'anégoïsation, ce que tout le monde va vivre aussi. Et l'enfant va devenir un enfant nouveau, réel, c'est-à-dire qu'il va devenir un homme nouveau, ou une femme nouvelle. Donc l'enfant, dans certains cadres, peut développer un ego extrêmement dangereux, et dans d'autres cadres, il peut suffisamment s'anégoïser. Comment abandonner l'asphalte? Ne prenez jamais de photos de votre enfant. Ne prenez jamais de photos souvenirs de vos voyages, sauf si pour y instruire d'autres personnes, mais pas pour triper émotivement les regarder. N'ayez pas peur de jeter votre vieux linge. Ne tombez pas en amour avec une chemise, une paire de culottes ou une paire de souliers. Parce que l'enfant fera la même chose. Les vieilles jeans crottées que vous voulez jeter depuis un an, il les conserve, il les cache, vous les jetez, il les ramasse. Changez de temps en temps le mobilier, la couleur de la maison, la disposition, voyagez, prenez des vacances toujours dans des endroits différents. Acceptez le neuf. Vantez-vous pas de rester dans cette maison-là depuis 25 ans. Si vous êtes propriétaire, on comprendra un peu, mais locataire, déménagez de temps en temps. C'est pas mauvais pour oublier le passé puis pour changer d'air. C'est pas mauvais. Et lentement, on finit par avoir un enfant qui accepte le neuf, qui accepte de foncer, puis qui suit. Parce qu'il comprend l'intelligence de la chose, puis en plus, pendant l'époque où il ne peut pas comprendre l'intelligence, ben il aura eu l'expérience de l'intelligence. Il aura vu faire ses parents. Pour annoncer la conférence à la radio, il était question des maladies qui affecteront les non-transitifs. Et ce qui adviendra d'eux, pouvez-vous élaborer? Ben, certainement. Les personnes qui ne sont pas transitifs, il y a l'homme nouveau ou l'homme ancien. Je parle nouveau, puis ancien. L'homme nouveau ne peut pas être malade, il n'est pas transitif. L'homme ancien, par contre, qui refuse la transition, est un être humain qui souffrira d'un maudit paquet de maladies idiotes, dont toutes les maladies karmiques planétaires. Il souffrira évidemment de certains cancers, il pourra souffrir de la grande majorité des maladies vénériennes. Il refuse la transition, et on lui bottera le cul, c'est le cas de le dire, pour qu'il avance. Il souffrira de tuberculose, il souffrira de sida, il souffrira d'un paquet de maladies de ce genre, mais il souffrira aussi de tous les phénomènes neuroniques, de perte de mémoire. C'est-à-dire que l'homme transitif peut perdre de mémoire à un moment donné lorsque les neurones sont en train de se reprogrammer, mais l'humain qui refuse obstinément ces choses sera assujetti à perdre la mémoire par disconnexion axionique entre les neurones. Cela veut dire que veut pas, il aura des pertes de mémoire. Il souffrira d'un paquet de maladies. Oh, certains vont dire, oui, mais moi, je souffre déjà un peu de ça, pourtant, je suis transitif. Oui, les transitifs, c'est un petit moton, mais il y a tout le reste complet qui veut rien savoir. Il souffrira de toutes les maladies qui ne peuvent pas être diagnosticables par la médecine. Et ça, c'est le gros problème, c'est que de plus en plus, l'humain sera atteint de maladies qui ne seront pas diagnosticables par la médecine. Alors, tu seras malade d'un paquet de choses, mais on ne saura pas ce que t'as. T'auras rien. Fait qu'on va te donner des bonbons en sucre, un peu les pilules, on t'a fait payer assez cher pour que tu sois bien convaincu que c'est des pilules. Et puis, on va se soigner comme ça. Alors, il y a énormément de maladies de ce genre qui vont paraître, c'est-à-dire que l'être humain aura des maladies, genre de maladies. Bon, c'est pas des prophéties, il y a déjà du monde qui sont atteints de ça. La prophétie, je déteste ça. Il y a déjà des êtres humains qui sont atteints de cela. Une perturbation de la vue par intermittence.
Tu vois clair, tu vois plus clair, tu revois clair, tu vois bizarre, tu penses que c'était vers le contact, t'es nettoyé, tu mets tes lunettes, ça recommence, ça vient, ça disparaît, il y a des choses comme ça. Il y aura la perte de mémoire, ça va de soi, il y aura des tics nerveux qui vont apparaître chez l'individu, qui vont disparaître et réapparaître. Il y aura des transformations corporelles, c'est-à-dire qu'il y aura des émissions d'odeurs particulières. Il y aura des émissions endocriniennes qui vont amener de l'hypertension qui ne sont pas diagnosticables, de l'hypotension non diagnosticable, des angines de poitrine qui ne sont pas électrocardiogrammisables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, disons, de QRS particulier sur la lecture de l'électrocardiogramme. Il y aura des problèmes au niveau de la dentition. Il y a des personnes qui auront même une maladie assez intéressante, celles où ils verront leur carie s'en aller. Bon, il y a des personnes présentement dans les pays un peu plus évolués qui, à 80 années, ont vu des dents de l'air réapparaître, dentition sans faire. C'est des choses qui se font de temps en temps. Mais il y aura des êtres humains qui verront cela. Mais ils se feront ramasser par des problèmes osseux au niveau des mâchoires. Il y a un paquet de choses qui apparaissent, qui sont déjà perçues par l'humain. Le gros problème est un problème endocrinien, nerveux, neuronique. C'est-à-dire que l'humain qui résiste énormément va de plus en plus être confronté à ne pas pouvoir dormir, à ne pas pouvoir se relaxer, à ne pas pouvoir être calme, à ne pas pouvoir être heureux, à ne pas pouvoir aimer la vie, à ne pas pouvoir aimer la mort. Hein? La vie est une garce, mais la mort est une pute. Ce qui fait que quand même tu choisir quand t'es rendu là. Alors, ces humains souffriront donc d'un stress, d'une déconnexion totale avec leur ajusteur de pensée, d'une déconnexion totale avec eux-mêmes, avec leur propre identité. C'est une maladie qui n'est pas nécessairement biologique, mais qui aura des correspondances biologiques. La personne finira par être mal partout, par être mal dans son corps, par être mal dans son linge, par être mal dans sa maison, par être mal à peu près partout sur la planète. Elle prendra des médicaments pour atténuer sa douleur, elle prendra des médicaments pour la faire dormir, elle prendra des médicaments pour la relaxer musculairement, elle prendra des médicaments pour réglementer son phénomène hormonal. Et puis, lentement, non seulement elle s'assujettira à ces médicaments en tant que drogue, mais ces maudits médicaments ne pourront pas lui amener ce qu'ils lui amenaient, donc elle va autrement dire empirer dans sa maladie. Les médicaments qui lui amenaient des solutions ne marchent plus. Mais si elle les prend plus, elle vient pire. Faudra qu'elle les prenne puis qu'elle en additionne d'autres. C'est intéressant pour l'économie pharmaceutique, mais c'est le genre de maladie qui attend celui qui va résister à la transition. Tant que l'être humain n'est pas conscient, il est malade de cette résistance, mais une maladie bénigne. Parce que l'être humain devient conscient de la transition, mais qui veut absolument rien savoir, celui qui s'attache inconditionnellement aux traditions au nom du fait qu'elles sont traditionnelles. Vous savez, la parole de Dieu, la parole, ça s'entend, ça ne se lit pas. Alors, lorsqu'on a la parole de Dieu dans un livre, il faut faire bien attention. L'être humain qui s'attache, parce que la parole de Dieu, elle était traditionnelle, la communication se faisait oralement à l'époque. Ce qu'on a commencé à l'écrire, c'est qu'on a commencé à cristalliser quelque chose qui se devait de changer. Pourquoi on l'a écrit? Attends que c'était oral. Ben, on le communiquait, hein? Tout l'Ancien Testament, c'était oral. T'as pas écrit, ça. Le Nouveau Testament, il a été écrit, le premier évangile est sorti 93 ans après la disparition du Nazaréen. C'est donc compté oralement pendant un bout de temps. Et tant que c'était oral, c'était vivant, sauf que l'humain altérait ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il restait soumis à l'évolution, à l'adaptation améliorative de l'expression orale d'une vieille tradition. Donc, dans une communication orale traditionnelle, les lois pouvaient changer. Mais si on décide de les implanter dans la matière et de les écrire, ça ne changera plus. Fini. Et puis à la fin de ce livre, on met que celui qui va changer un iota de ce qui est dedans sera confiné à souffrir et culpabilisé au bout l'humain. Et puis après ça, on se ramasse avec différentes traductions de la Bible. Toutes différentes un petit peu les unes des autres, avec toutes la même chose à la fin. Change pas un iota de dedans. Ben voyons donc, c'est que s'ils l'ont traduit, ils l'ont déjà changé. Alors l'humain qui reste assujetti à ce genre de phénomène karmique, mémoriel, ne peut pas arriver à vivre le neuf. Il va donc être malade, être pogné, il va résister et il va se rendre compte que Dieu semble l'abandonner. Dieu ne l'abandonne pas, Dieu il marche, puis c'est lui le cave qui reste attaché en arrière après les pas que Dieu a laissés. Dieu l'abandonne pas, c'est l'homme qui abandonne son Dieu. Alors, en ce qui concerne les maladies, ben, ce sont surtout ce genre de maladies, des maladies qui vont être abominables psychologiquement parce que l'humain ne pourra pas accepter la mort, l'humain ne pourra avoir de la difficulté à accepter la vie, puis la science médicale va pouvoir le soulager pendant un bout de temps, jusqu'au jour où ça va recommencer. Comment adoucir la transition en couple avec des enfants? Par exemple,
et ce, de façon concrète. Bon, ça dépend de l'âge des enfants. Dimanche dernier, je donnais une conférence, vivre avec l'enfant nouveau. Il y avait des exemples, enfin, les personnes, on était assis en cercle ici, là, quelque part dans le salon, et puis on pouvait poser des questions plus oralement. Et il y avait des exemples concrets. Ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend du sexe de l'enfant, ça dépend si les nouveaux ou anciens, ça dépend si les transitifs, ça dépend si les parents sont nouveaux ou anciens, ça dépend si les deux sont nouveaux ou anciens, ou s'il y en a un nouveau et l'autre plutôt ancien. Et quand je parle nouveau, je parle de transitif avancé. Ça dépend donc de l'éducation de l'enfant, c'est pourquoi je dis l'âge. Si l'enfant a 14 ans, ça devient plus problématique que s'il a 4 ans. Alors, je ne peux pas répondre concrètement à la personne. Il faudra qu'à un moment donné, soit qu'on se rencontre et qu'on se parle, ce que je fais dans les séminaires, soit qu'à un moment donné, elle assiste à une conférence sur l'enfant. Parce que les conférences que l'on fait sur l'enfant nouveau, il y en a eu plusieurs. Découvrir l'enfant nouveau, savoir éduquer l'enfant nouveau, vivre avec l'enfant nouveau, etc. Et cet automne, on va reprendre ce genre de phénomène de conférences. Et les personnes qui vont venir à ces conférences posent leurs questions oralement. Et puis là, on peut discuter de problèmes particuliers. Et cet automne, je donnerai sans doute un séminaire sur l'éducation de l'enfant nouveau, c'est-à-dire comment rendre concret un séminaire de 2 jours, de 3 jours, 2 jours, disons, avec les parents. Et par la suite, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'ai aussi la vibration de donner un séminaire avec les enfants pour leur expliquer comment vivre avec les parents. Et là, on peut arriver à ajuster, à adoucir la transition d'une façon concrète. Mais ça dépend. La question ici, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas, etc. Et quand on me pose la question, oui, mais moi, j'ai un enfant de 12 ans, je vais répondre, oui, mais il faudrait que je le voie. J'ai pas besoin d'y parler. Il faudrait que moi, je le voie. Tu sais, l'enfant, c'est plus que juste un nom. Et puis, en voyant, on a une idée. Et puis, bien souvent, lorsque les parents viennent me voir, et puis, oui, mais moi, j'ai un problème avec tel enfant. Alors, à un moment donné, bon, ben, l'enfant, il l'amène ici pour que l'enfant joue ou qu'il fasse quelque chose. Je peux au moins le voir. Et puis, je leur réponds que oui, le problème qu'il y a, c'est que c'est l'enfant qui a un problème avec vous. Et puis, c'est frustrant pour bien des parents, mais à un moment donné, ils se rendent compte qu'effectivement, plus ton enfant est fou, plus il est brillant, plus il est intelligent, plus il soit content. Il refuse tout. Donc, il pense, il réfléchit. Oui, mais il amène même des choses neuves, donc il est en contact avec son esprit. Oui, mais il aime pas les jeux avec tout le monde, donc il est individuel dans sa conscience. C'est une vraie merde. Mais c'est génial. Alors, lorsque le parent découvre cela, il adoucit un peu la transition avec l'enfant. Mais une chose certaine, c'est que l'enfant, j'expliquais dimanche que l'enfant, ce n'est pas un être humain qui un jour, ou qu'on a décidé consciemment un jour de mettre dans la famille. L'enfant, c'est un être humain à part entière, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas notre enfant, c'est un être humain à part entière qui viendra imposer son temps et son espace à la famille. Ça veut dire que quand l'enfant apparaît, nécessairement, il aura besoin de ses jouets. Il aura besoin de son espace vital qui va prendre celui des parents. Si les parents veulent pas, ben l'enfant va l'imposer. Il y a un qui n'a pas fait d'enfant. Oui, mais il y a un qui a suivi, on veut pas qu'il mange de même. L'enfant, c'est un être humain à part entière, il va donc faire des choses qu'il voudra faire. Alors, nécessairement, lorsqu'on a un enfant, on est 3 maintenant sur la planète familiale. Et puis l'enfant, c'est pas une petite partie, il est à part égale, il a le droit à la part égale de tout ce qui est dans la famille. Tu travailles, puis lui, il casse tout. Il a le droit à 1/3 du salaire de ceux qui travaillent. Il est là à part entière et c'est légal au niveau cosmique, c'est-à-dire que c'est une loi. Parfait. Il a le droit à 1/3 de la maison. Ouais, mais il en prend plus. Pas de problème, la bonne femme ou le bonhomme est toujours dans sa chambre pour lui dire quoi faire. Tout aussi, il en prenne un peu trop. Fait que l'enfant, il en prend avec. Lorsqu'on arrive juste à comprendre que l'enfant est un être humain à part entière, on n'est pas là pour le former. On est là pour préserver l'intégrité de son corps le temps que lui se forme. C'est tout. Ben là, nécessairement, on a adouci la transition. Mais encore là, la question, là, il faudrait qu'à un moment donné, on puisse l'aborder plus amplement avec quelques heures à jaser. Parce que c'est trop compliqué, trop important pour donner une réponse comme ça, qui pourrait servir à différentes sauces. Là, les parents rentrent chez eux, puis veulent appliquer ça à un enfant, pour qui la réponse n'a pas été donnée. Quand l'on n'a pas le goût de faire quelque chose, c'est plus difficile. On choisit la fuite. Puisque l'on n'a pas le libre arbitre, comment peut-on, sans passer une vie à être prêt, agir contre mes conceptions? Bon, quand on n'a pas envie, quand on n'a pas le goût de faire une chose, c'est plus difficile. On choisit la fuite. Bon, c'est parce qu'on a plus le goût de fuir. Tout. Donc, on a le goût de faire une chose. Sauf que lorsque l'être humain intelligencie les choses, lorsque l'être humain se demande, intelligencier une chose, c'est bien simple. Puis c'est pourtant une clé facile. Une clé parfaite de l'évolution de l'homme, pour adoucir. Trop facile, l'humain ne porte pas d'attention, c'est trop facile.
Ça coûte pas encore assez cher. À un moment donné, on fera un séminaire là-dessus de 3 4 000 piastres, puis là, on dira pendant 2 jours ce que je vais dire en 30 secondes, et puis là, les gens vont commencer à trouver que ça vaut la peine de l'appliquer. Intelligencer une chose, c'est simplement être capable de poser une question mentale sans faire référence à l'ego et sans faire référence à son orgueil. Observer une chose à partir d'un point de vue intelligent, donc mentalo-supramental, et c'est bien facile à faire, faut pas se connecter à la tête d'une prise de courant. Tout ce qu'on a à faire, c'est simplement de lancer la question. Est-ce intelligent de faire cela? Et si la personne répond, « Oui, mais je le sais pas, moi. » Elle devrait dire, est-ce intelligent de dire, « Elle sait pas, moi. » Elle va encore dire, « Elle sait pas, moi. » Hein? Est-ce intelligent de fumer? Simple. Est-ce que c'est intelligent de me mettre en colère? Est-ce que c'est intelligent d'être jaloux parce que ma femme couche avec un autre? Ou parce que mon mari couche avec un autre? Est-ce que c'est intelligent d'être jaloux? La personne, ouais, mais c'est... Non, défends pas. Réponds. Intelligence, c'est une chose, c'est cela. Sauf que l'humain est convaincu que parce qu'il arrive à dire une chose intelligente, et que lui ne la fait pas, il pense qu'il est stupide. Alors, parce qu'il a appris qu'il devait être intelligent, eh bien, il va colorer sa réponse de façon à ce que la réponse intelligente devienne stupide. Puis comme la réponse stupide, c'est la réponse intelligente, ben, il est donc intelligent de le faire. Est-ce intelligent de te mettre en colère parce que telle chose ou telle chose? Ben, crime me met en colère. Si je me mets en colère puis je suis intelligent, c'est que c'est intelligent de le faire. Donc, oui. Bon, c'est réglé. Mais ça change rien à ma vie, c'est pas concret. Mais oui, c'est que tu te joues toi-même et tu te mets toi-même. Est-ce intelligent de me mettre en colère? Oui. Pourquoi? Ben parce qu'elle a un qui a pas faire ça. C'est des motifs. Elle a un qui a pas faire ça. Brillant. Tu veux mener le monde, c'est de l'orgueil, mon ami. Elle a un qui a faire ce que je veux, c'est simple. Est-ce intelligent de me mettre en colère? Ben la réponse est que écologiquement, ce n'est pas, je perds de l'énergie, je me fais manipuler à un point tel que je dis même des mots que je ne pense pas, imaginez-vous comment je me fais charrier. On n'arrive pas à s'entendre, c'est normal, on crie l'un plus fort que l'autre. On crée une disharmonie. S'il y a des enfants, on perturbe leur écosystème psychologique. On n'arrive pas à trouver de solution. Ça défoule l'ego. Bon, la réponse, c'est intelligent de se mettre en colère? Non. Et l'ego va dire, ben pourquoi je le fais? Parce que je le fais. Parce que je le fais. L'humain qui découvre qu'une chose n'est pas intelligente est intelligent même s'il le fait. Il a l'intelligence de voir que ça ne l'est pas. Donc, il est intelligent. Mais l'humain est continuellement confronté à penser, il s'identifie à ce qu'il fait. Je prends la question, je la déchire. Daniel va me dire, oui, mais c'est con ce que tu as fait là. Je peux dire, ouais, effectivement. Daniel peut me dire, ben, t'es bien con de l'avoir fait. Me répondre, non. Je ne suis pas con de l'avoir fait, même si c'est con que ce soit été fait. Je suis d'accord avec Daniel que c'est con. Je suis donc au minimum aussi intelligent que lui. Et il ne pouvait pas la déchirer, c'est moi qui la tenais. Je ne pouvais donc être le seul qui la déchirait. Il peut me traiter de con, mais il a tort. Je prends conscience que c'est stupide, donc je suis intelligent. C'est un fait. Et ce que j'ai fait n'a rien à voir avec ce que je suis. Mais l'être humain est manipulé, donc nécessairement, il passe sa vie à faire des choses qui n'ont pas de correspondance avec ce qu'il est. Mais que lui pense, parce que lui est convaincu qu'il en est barbitre. Donc, tout ce qu'il fait, c'est lui qui le décide. Même quand il voulait pas faire ça. Imagine-toi. Alors, c'est extrêmement facile. La vie, elle fonctionne très librement, très simplement. L'humain qui vit avec l'enfant, l'humain qui vit avec n'importe qui, doit savoir que son cadre de vie est limité par l'écosystème des autres, et tout ce qu'il va vivre au niveau des décisions chez lui ne doit faire référence qu'à l'intelligentiation. Est-ce intelligent de battre un enfant? Ben, de temps en temps, ça sert. Tu viens de le battre ou tu vas le battre. Alors, la question, elle n'est pas pour de temps en temps en mémoriel, elle est pour maintenant. Est-ce intelligent maintenant de battre l'enfant? Simple. Ben, il va peut-être mieux comprendre. Il va peut-être mieux comprendre. Pas de faire. Viens me voir. Pose-moi une question que tu comprends pas. C'est quoi Dieu? Paf! Comprends-tu mieux? Ben simple. Il comprendra pas mieux parce que tu le bats. Il fera plus ça. Parce qu'il aurait été programmé par la douleur et par la souffrance à ne pas faire une chose, puis il saura pas pourquoi. Il comprendra pas. Il va avoir appris. Touche pas à ça.
Pourquoi ça te regarde pas, mais touche pas? Puis quand il y aura assez de bleu, il touchera plus. Et l'humain dit, il a enfin compris. Il a compris. Mais il le fera pas. Alors, on intelligencie les choses. C'est simple. Il est difficile pour moi d'acquiescer ou d'aborder toujours dans le même sens que l'orateur sur des choses dont dont je sais ne pas avoir d'argument. Bref, il est en accord avec ce qui est plus haut que nous. Absence de pouvoir de persuasion. Bon, premièrement, je ne sais pas persuader quiconque. Et deuxièmement, lorsqu'une personne n'arrive pas à acquiescer les choses où elle n'a pas d'argument, les choses qu'elle comprend ou qu'elle ne comprend pas, ben c'est impeccable. On vient pas ici pour acquiescer tout ce que je dis. On vient ici pour simplement entendre parler, pour avoir un peu d'énergie possiblement. On vient ici simplement pour avoir des choses neuves. Ça fait réfléchir, ça brasse le caquet, ça brasse les formes, ça brasse l'ego un petit peu. C'est tout. Si on dit Daniel Cam est complètement fou, ben c'est parfait. L'important, c'est que si ce que j'ai dit vous amène à dire ça, c'est que c'est passé quelque chose chez vous. Et telle est la fonction d'une conférence. Obliger l'humain à vivre. Il y a beaucoup de personnes qui viennent aux conférences et qui vivent en maudit. Il y en a un qui me disait dernièrement, sais-tu, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux faire pour faire rire le monde tout en les faisant chier tout le long d'une soirée. T'amènes des choses qui pourraient faire frémir un cheval de plomb. Des choses sont extrêmement importantes, extrêmement utiles, extrêmement profondes, puis de temps en temps, ben on entend tout le monde rire comme des fous. Moi, je lui réponds, ben c'est ça. C'est des fous. C'est ça qui rire comme des fous. C'est-à-dire que ce sont des anormaux, ce sont du monde qui évolue, qui sont en transition, et moi je suis plus fou que ça. Bon. Et la personne, elle me pose la question. Il y a des choses que je... Mais je suis sûr que c'est correct parce que c'est toi qui l'as dit. Alors c'est bien simple, t'es bien sûr que c'est correct parce que c'est moi qui le dis? Elle me dit oui. Alors j'ai dit, la moitié de ce que je dis sont des menteries. Tu peux me croire, c'est moi qui le dis. Là, elle s'en va parce qu'elle sait pas si j'ai raison. Si j'ai raison, ce que je viens de dire peut être faux aussi. Mais si ce que je viens de dire est faux, tout ce que je dis est vrai. Si tout ce que je dis est vrai, ce que je viens de dire est vrai. Et puis là, elle s'en va, là, puis ben voilà, c'est simple, hein, là, bon, elle passe 2-3 semaines sans venir. On ne vient pas ici pour acquiescer ce que je dis, on vient ici simplement pour vivre quelque chose. Il y a beaucoup d'humains qui ne souffrent pas le temps qu'ils sont ici, qui ne pensent pas à leurs problèmes, qui s'amusent un peu tout en comprenant les choses, en améliorant des conditions psychologiques. Il y en a qui vont mettre en application dans 2 ans les choses qu'ils auront pris ici. Il y en a qui ne mettront jamais en application, ça n'a rien à voir. L'être humain vient ici parce que, oh, il allait au cinéma, vous savez, au cinéma, on peut s'amuser. C'est un peu le même phénomène. Sauf qu'il y a peut-être plus d'intelligence de temps en temps à venir se distraire mentalement plutôt que de se distraire astralement, émotivement. De temps en temps, on braille parce que c'est 10$ l'entrée de la conférence, mais on va voir Boy Josh s'embroyer à 55$. Ou on va voir une partie d'hockey où on se tape la gueule, où on paie des prix de fou. Alors, l'humain, non, on ne vient pas ici pour acquiescer ce que je dis. Il y a bien des choses que je dis qui sont intéressantes, et puis c'est tout. Vous savez que tout ce que je dis ne peut pas être vrai pour tous les humains. Donc, nécessairement, pour plusieurs humains, ce que je dis sera carrément stupide, carrément faux, carrément menteur, carrément n'importe quoi. Et moi, ça me dérange pas. Je ne parle pas pour dire la vérité. La vérité, c'est une coloration de réalité. Et la réalité, c'est ce que je dis. Et non pas ce qui est transporté par ce qui est dit. L'humain décide. Un individu qui se fait expliquer la vie par un orateur ne risque-t-il pas de tomber sous le joug de l'intelligence de l'orateur? Ça va de soi qu'il risque de tomber sur le joug de l'intelligence de l'orateur, mais c'est préférable de tomber sous un joug d'intelligence que sous un joug d'absurdité. Mais il y a une autre chose intéressante, c'est que lorsque l'on tombe sous le joug de moi, mon orateur, oui, je m'écoute parler, c'est pour ça que je dis ça. Donc, si on tombe sous mon joug en tant qu'orateur, j'expliquais la semaine dernière ou la semaine d'avant, que c'est préférable de pas trop m'en parler parce que vous resterez pas longtemps sous mon joug. Et ceux qui ne m'en parlent pas, bien tant pis pour vous autres. On peut tomber sous le joug de l'orateur, on peut tomber sous le joug du soleil, on peut tomber sous le joug des plants de maïs, on peut tomber sous le joug du végétarisme. C'est à vous simplement de ne tomber sur rien. Si ça fait du sens, ça fait du sens. Sachez une chose, c'est pas sous le joug de l'orateur que vous tombez si vous voyez l'intelligence de ce qui est dit.
Vous tombez sous le joug de votre propre intelligence qui vous permet de comprendre l'intelligence qui est dit. Pas sous le joug de l'orateur. La semaine prochaine, on a une conférence intéressante. Je le dis, ça va barder, mais on verra. En attendant, amusez-vous. Essayez de comprendre l'intelligence du couple, l'intelligence des enfants, et travaillez un peu à adoucir. Bonne semaine. Merci, Daniel. Donc, la semaine prochaine, l'intelligence qui crée l'évolution. J'aimerais voir les...